Le général Obasanjo, président du Nigeria jusqu'en 2007. Depuis lors, c'est un homme d'État qui répand la sagesse à travers l'Afrique, tout en faisant construire sa bibliothèque présidentielle chez lui. Revers de la médaille, on le soupçonne de corruption. Qui est cet homme qui possède des fermes de poulets à travers le Nigeria et qui ne porte jamais de costume? Olusegun Obasanjo, au service de l'humanité et de Dieu. Je veux voir. Je veux voir. Comment s'appelle-t-il déjà? Je veux voir. Vitalis. Allons-y. Une journée ordinaire à Abeokuta, dans l'ouest du Nigeria. Olusegun Obasanjo reçoit des visiteurs dans son complexe de la bibliothèque présidentielle. Il vit ici, dans ce bâtiment de 50 pièces, perché sur une colline. Ici, il travaille, mais se détend aussi, comme quand il regarde le Nigeria jouer à la télévision. C'est cette nation bourdonnante d'activité qu'Olusegun Obasanjo a dirigée en tant que président jusqu'en 2007. Pour lui, hors de question de vivre une retraite paisible dans sa ville natale d'Abeokuta. Parmi ses activités, il consacre du temps à l'immeuble de sa bibliothèque présidentielle qui doit accueillir une exposition permanente sur sa vie et son action en tant que président du Nigeria. En Amérique, chaque président depuis Roosevelt fait construire une bibliothèque présidentielle qui est ensuite prise en charge par une agence nationale pour assurer son fonctionnement. Le président cesse d'en être le propriétaire même si elle porte son nom et elle devient un trésor national. Aussi impressionnant qu'il puisse être, Olusegun Obasanjo a commencé en bas de l'échelle. Il naît dans un village au sein d'une famille modeste. Ses parents ne peuvent pas assurer ses frais de scolarité au-delà de l'école primaire. Et ici, dans cette zone rurale, Obasanjo n'a semble-t-il pas de meilleure option que de s'enrôler dans l'armée à l'âge de 21 ans. Obasanjo monte rapidement en grade pour devenir le commandant de l'unité qui joue un rôle crucial dans la fin de la guerre du Biafra qui fait rage au Nigeria de 1967 à 1970. La guerre du Biafra, souvent appelée guerre civile du Nigeria, commence après que le gouvernement lance une offensive contre les séparatistes qui ont déclaré l'indépendance d'un État biafré sous le commandement du colonel Ojukwu. L'armée nigériane essaie de récupérer le Biafra entre 1967 et 1970. Puis, Obasanjo, en tant que commandant, reçoit l'ordre de mener une unité pour reprendre possession du Biafra. L'opération conduit finalement à la reddition des sécessionnistes. Officiellement abandonné la sécession et se tient disponible pour un réengagement et un redéploiement. À l'avenir, toute modification constitutionnelle sera élaborée par les représentants du peuple du Nigeria. Cela signifie que la République du Biafra cesse ainsi d'exister.
Bien que considéré comme un héros de guerre, Obasanjo a alors des sentiments mitigés. Pour moi, avoir recours à des Nigérians pour lutter contre des Nigérians, ce n'est pas une tâche agréable. Surtout quand les officiers d'en face sont des hommes, sont des gens avec qui vous avez grandi, des gens avec qui vous vous êtes formés, des gens avec qui vous avez vécu. C'est une expérience douloureuse. Son rôle dans la pacification du Biafra rend Obasanjo politiquement intéressant pour le Nigeria. Mais selon Nnamdi Obasi, l'analyste principal pour le Nigeria auprès de l'ONG International Crisis Group, sa véritable ascension au pouvoir intervient 6 ans plus tard, en 1976, lorsque le général Gowon est déposé par le général Murtala Mohamed à cause de l'indiscipline et de la mauvaise gouvernance dans le pays. Je pense que c'est le fait qu'il est venu sur la scène en tant que membre de ce qu'on appelle l'administration Murtala Obasanjo. Une administration établie avec des intentions très bien définies, des objectifs très bien définis et une période de temps durant laquelle elle allait rester au pouvoir bien définie. Les gens ont donc pensé que c'était un gouvernement bien plus discipliné et efficace que le précédent. Mais Murtala Mohamed est assassiné en 1976, lorsque des balles sont tirées sur sa voiture dans une tentative avortée de coup d'État. Olusegun Obasanjo, son bras droit, devient alors président du gouvernement militaire du Nigeria. Obasanjo entreprend une politique de relance de l'économie en redynamisant l'agriculture et en améliorant le secteur pétrolier. Pour faciliter l'exploitation des champs pétrolifères dans le delta du Niger, Obasanjo fonde le Nigerian National Petrol Corporation, qui est une joint venture entre des entreprises d'État et étrangères. Grâce à cette co-entreprise, les compagnies pétrolières peuvent recevoir le soutien militaire du gouvernement contre les manifestations de la population locale. Cela conduit au premier boom pétrolier du Nigeria à la fin des années 1970. Au cours de ces années de pouvoir militaire, le président Obasanjo fait face à son premier mouvement d'opposition qui lui reproche de donner trop de faveurs à l'armée, accusée de corruption. Parmi les contestataires à l'époque se trouve le musicien et activiste Fela Kuti qui critique l'armée dans son album Zombie. Fela est décédé en 1997, mais son fils Femi se souvient que sous la présidence d'Obasanjo, 1000 soldats sont envoyés pour attaquer la propriété de son père à Lagos le 18 février 1978. La mère de Fela a alors 78 ans. Au cours de cette attaque, elle est défenestrée du 3e étage et meurt peu après. Elle s'appelait Funmilayo Ransome Kuti et à l'époque, c'était une célèbre militante des droits des femmes au Nigeria. Femi Kuti se souvient qu'il n'y a jamais eu d'excuses. Ils ont essayé de régler cela à l'amiable, d'après ce qu'on m'a dit. Je pense qu'ils ont essayé de trouver un arrangement en proposant probablement 3 fois rien. Et l'avocat de mon frère a conseillé d'aller au tribunal et de rendre l'affaire publique. Et cela a été rendu public. Mon père a perdu le procès parce qu'il ne pouvait pas identifier qui avait incendié la maison. Mais tout le monde sait que les soldats ont brûlé la maison. Tout le monde sait ce qui est arrivé ce jour-là. C'est après les élections présidentielles de 1979 que le général Obasanjo montre notre visage. Il tient l'engagement pris par son prédécesseur, Murtala Mohamed, de remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Ce faisant, Shehu Shagari devient le premier président civil après 13 ans de régime militaire. Je m'en félicite et accepte ce grand défi et l'occasion de servir mon pays en tant que chef de l'exécutif. Dans toute l'Afrique et la communauté internationale, Obasanjo est salué pour son action. Celui-ci explique qu'il a agi ainsi parce qu'il croit fermement en la démocratie. La démocratie n'est pas une forme parfaite de gouvernement. Mais dans une société comme la nôtre, où nous avons des groupes multinationaux,
les Yoruba, la Hausa, les Peuls, les Igbo. Nous n'avons pas moins de 350 groupes ethniques. La meilleure forme de gouvernement est un gouvernement qui leur permet d'avoir un sentiment de participation. Cela leur permet de discuter, débattre et de dialoguer. Et c'est ce qui fait la démocratie. Je pense qu'Obasanjo est un homme très sage. Je pense qu'il a réalisé que tout gouvernement, aussi bon qu'il soit, en arrive à un point où il perd la bienveillance du peuple et qu'il est donc préférable de quitter la scène quand une ovation se fait encore entendre. À l'âge de 41 ans, Obasanjo prend sa retraite militaire et se lance dans une activité qui le ramène sur les terres agricoles autour d'Abeokuta, d'où il est originaire. Croyant dans l'avenir de l'agriculture, il établit un élevage de poulets. Maintenant, 35 ans plus tard, on trouve des fermes de poulets Obasanjo à travers tout le Nigeria et la marque est réputée. Mais en dépit des convictions démocratiques d'Obasanjo, Shagari est déposé au bout de 4 ans pour cause de mauvaise gouvernance. Le Nigeria ne semble alors pas encore prêt pour la démocratie. Eh bien, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais plutôt que quand un pays a été perturbé par un coup d'État, il faut un certain temps. Il faut un certain temps. Donc ce qu'il faut, c'est savoir comment sortir ce pays de cette situation de coup d'État. Parce que les coups deviennent un trône mystique. Et c'est ce qui est arrivé au Nigeria. Ceux qui ont déposé Shagari en 1983, après quelque temps, ils ont eu un coup d'État interne ou une révolution de palais, si vous préférez. Ils se succédaient les uns les autres. Mais ce qui est important, c'est que l'armée a pu prendre conscience que le coup d'État n'était pas une option. Après Shagari, le pays connaît le manège des présidents militaires se succédant les uns les autres, ce qui le plonge dans le marasme. La période la plus sombre pour le Nigeria après le premier passage au pouvoir d'Obasanjo est le régime militaire de Sani Abacha. J'attends donc de vous, en toutes circonstances, fidélité, bonne conduite et des qualités de dirigeant exemplaires. Sous Abacha, Obasanjo est accusé de tentative de coup d'État et est emprisonné. En 1998, Sani Abacha meurt subitement et Obasanjo est libéré. Il redevient président après les élections de 1999 et depuis lors, il n'y a pas eu de coup d'État au Nigeria. Ce que j'ai fait, c'était de dire que tout militaire, tout soldat ou tout militaire qui avait directement tiré bénéfice d'un coup d'État devait quitter l'armée. Ils ont été mis à la retraite. Ils n'ont pas été punis ni éliminés. Cela envoyait également ce message. Les coups d'État ne sont pas tolérés. Et si vous en faites un, cela peut vous rattraper un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé avec ces gens. 93 officiers ont été mis à la retraite. Pendant ses mandats présidentiels de 1999 à 2007, Obasanjo a essayé d'améliorer les routes et le réseau de transport. Il a aussi œuvré contre les pénuries d'électricité.
Obasanjo a réussi à stimuler l'économie, mais avec le recul, il considère comme son plus grand échec le fait qu'il n'a pas pu faire plus. Eh bien, mon échec, j'aurais souhaité avoir plus d'argent au début de mon administration en 1999. Quand je suis arrivé en 1999, les réserves totales du Nigeria étaient de 3,7 milliards de dollars. Pas assez pour payer nos importations de biens et de services pour 3 mois. Cette situation a duré pendant presque 4 ans. Les gens à qui l'on demandait de venir pour investir au Nigeria pour la production d'électricité ne répondaient pas assez. Et puis, quand l'argent est venu, quand le prix du pétrole est passé à 40 $ le baril, là, on était en mesure de faire beaucoup plus de choses. Avec les pénuries d'électricité viennent des allégations de corruption, ce qui semble inévitable pour tout dirigeant africain. En 2008, il s'avère que 16 milliards de dollars ont été dépensés sous l'administration Obasanjo pour des projets d'électricité sans amélioration significative de la fourniture en électricité. L'implication possible d'Obasanjo dans des détournements de fonds n'a pas été prouvée, mais n'a fait l'objet d'aucune enquête. Une grande partie des revenus du pays est dépensée par le gouvernement fédéral. Et quand vous mettez un coup de projecteur sur la corruption d'État au niveau local, c'est déjà bien. Mais alors, vous devriez peut-être faire la même chose, si ce n'est plus intensivement, au niveau fédéral. Et si vous faites cela au niveau fédéral, alors le président, plus que quiconque, devrait être sous surveillance constante, et nous n'avons jamais vraiment eu cela sous Obasanjo ni les présidents suivants. Femi Kuti pense qu'Obasanjo doit être jugé pour corruption devant un tribunal, mais il craint que cela ne se produise jamais. Parce que le Nigeria est trop corrompu et tout le monde est impliqué. Il n'y a pas de gouvernement honnête ayant l'autorisation de traduire en justice les anciens dirigeants. Cela montre un président qui, durant sa carrière, a subi plusieurs revers, mais a survécu. Ayo Adewale est un homme d'affaires nigérian qui a travaillé pour Obasanjo ces 20 dernières années dans le cadre de son African Leadership Forum. Il sait très bien comment il peut réagir en cas de revers. Parfois, il faut encaisser le coup et d'autres fois, il faut laisser tomber. Waouh! Vous devez avoir le cœur bien accroché. S'il décide de vous exploser à la figure, quand il vous crie dessus comme un adjudant pendant un défilé ou dans une caserne, c'est comme si le monde entier s'effondrait sur vous. Si vous n'êtes pas fort, si vous ne disposez pas de la capacité d'encaisser et de vous dire que c'est juste une autre journée au bureau, vous ne pouvez pas tenir le coup, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, Adewale affirme qu'Obasanjo est amical, si vous respectez ses propres règles du jeu. 1. Vous devez travailler très dur. Si vous voulez une bonne entente, vous devez travailler dur. Numéro 2, être honnête. Ne pas jouer, ne pas essayer de jouer au plus malin avec lui, quelle que soit la situation. Une chose que j'ai apprise avec lui, c'est d'être direct. Pas de jeu, rien. Il vous dira que vous ne pouvez pas le surinformer, mais seulement le sous-informer. Quand il pose une question, répondez une réponse claire. N'essayez pas de noyer le poisson, de mentir. N'essayez pas de lui cacher la situation. Dites-lui tout simplement.
Le pire qui puisse se produire, c'est qu'il va vous crier dessus. Vous avez l'impression de vous retrouver en enfer, mais en fait, il fait bien plus de bruit que de mal. Quand on regarde les photos de Obasanjo à côté des dirigeants du monde à son époque, un autre aspect de sa personnalité apparaît. Nulle part, on ne le voit dans un costume. Non, non, il n'en a pas. Il a beau avoir été partout dans le monde et tout ça. L'essentiel d'Obasanjo n'a jamais quitté son village d'Ibogu. Je crois que votre culture fait aussi partie de votre identité. Vous ne devez jamais permettre qu'on ne vous l'enlève. Cela inclut votre nom, vos habitudes alimentaires, vos danses et votre habillement. Donc, par éducation, je suis un homme qui chérit la culture et les traditions. Cela rend Obasanjo différent des autres dirigeants africains qui ne portent qu'occasionnellement des vêtements traditionnels, comme le président sud-africain Zuma, qui ne le fait d'ailleurs pas hors de son pays. Je ne sais pas. Peut-être qu'il porte ce vêtement pour de grandes occasions ou des raisons liées à la tradition. Ce n'est peut-être pas aussi facile à porter quand il sort, parce que c'est fait avec de la peau d'animal. Je pense que pour notre part, nous avons perdu la culture de la peau d'animal il y a de longues années. Comme vous l'avez dit, je peux porter ce vêtement partout dans le monde. Parfois il fait froid, alors j'essaie de porter des sous-vêtements thermiques. Olusegun Obasanjo est quelqu'un de très à l'aise avec lui-même. Cette manière d'être à l'aise avec soi-même se reflète sur la construction actuelle de la bibliothèque présidentielle à Abeokuta. Obasanjo a constitué un ensemble de sites pour générer des revenus utilisés pour payer l'achèvement du bâtiment principal qui contiendra la littérature et les souvenirs sur sa vie et son œuvre. Le projet a été lancé en 2005 et son coût est maintenant estimé à 55 millions de dollars. Il est très critiqué au Nigeria car on l'estime trop cher, alors qu'il y a des besoins plus urgents. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. Je ne vais donc pas collecter de l'argent et commencer à construire des routes. Des gens ont fait des dons au Nigeria, à l'extérieur du Nigeria, et c'est un bien tangible et intangible pour le Nigeria. Lorsque vous vous souvenez de ces choses, ça instruit sur le présent et ça inspire aussi pour l'avenir. C'est nécessaire. Sans surprise, une partie de l'exposition met en évidence les hauts et les bas de la carrière d'Obasanjo et se concentre sur ce qu'il considère comme sa plus grande réussite. Préserver l'unité du pays et rendre le Nigeria aussi prospère que nous le pouvions à l'époque. Quand je suis arrivé au pouvoir, des gens disaient que je serais le dernier président du Nigeria. Ils pensaient que le Nigeria allait se déchirer. Certaines personnes m'ont dit « Vous ne tiendrez même pas un an ». J'ai duré 8 ans. Et après moi, 2 présidents m'ont succédé. Et je prie et j'espère que plus de présidents continueront à se succéder pour soutenir cette démocratie. C'est en 2007 qu'Obasanjo quitte la présidence. Il laisse un pays avec une infrastructure faisant de lui la première économie du continent africain, après avoir dépassé l'Afrique du Sud. Mais tout n'est pas calme au Nigeria, avec l'insurrection du mouvement extrémiste Boko Haram,
qui revendique plusieurs attaques terroristes à travers le Nigeria et l'enlèvement d'une centaine d'écolières. Obasanjo espère que ces événements ne vont pas conduire à un autre coup d'État. Je souhaite que nos dirigeants fassent en sorte que les problèmes que nous avons ne soient pas des problèmes qui sont provoqués par leur égocentrisme ou leur égoïsme. Que ces problèmes qui normalement peuvent émaner de l'interaction de personnes au sein d'une nation soient résolus et que les coups d'État soient définitivement de l'histoire ancienne dans ce pays et même dans le reste de l'Afrique. Cela ne gêne pas Obasanjo de se mêler de politique. En 2013, par exemple, il envoie une lettre ouverte au président nigérian Goodluck Jonathan, dans laquelle il se montre très critique. Il est également membre de l'Africa Progress Panel. Présidé par Kofi Annan, ce groupe soutient le développement dans le continent africain. Il s'exprime publiquement, comme par exemple à Dakar au Sénégal, lors d'une conférence contre la drogue. Les dirigeants ouest-africains doivent agir courageusement pour protéger leur société. Selon l'International Crisis Group, Obasanjo a obtenu d'assez bons résultats en tant que dirigeant africain. Je pense que l'on doit lui rendre hommage en tant que dirigeant africain. Tout d'abord, il a donné un très bon exemple de gouvernement militaire qui quitte le pouvoir. Oui, on doit lui reconnaître ce mérite. On doit aussi reconnaître le fait qu'à l'époque où il était président civil, il a montré des qualités de dirigeant. Il y avait une certaine vigueur en matière de politique étrangère, de mise en relation avec d'autres dirigeants africains. C'est le genre de dirigeant qui repère les talents, qui reconnaît les talents et qui vous donne l'espace pour montrer votre talent dans un cadre particulier. Voilà ce qu'il fait. Si vous passez en revue le temps où il a été au gouvernement, voilà ce qu'il a fait avec la majorité des gens, les ministres et les chefs des organismes fédéraux qu'il avait. Et voilà pourquoi ils sont en mesure d'agir et d'exceller. Voilà pourquoi ils ont réussi à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. D'un autre côté, les gens diraient également qu'il a terni son image en essayant de briguer un troisième mandat. Il l'a constamment nié, mais tout indique que c'est bien le cas. Il y a aussi le sentiment que pour les 8 années qu'il a passées au pouvoir au Nigeria, il aurait pu faire beaucoup plus. Mais évidemment, il sera toujours respecté en tant que dirigeant et personne remarquable, non seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique. J'ai toujours voulu consacrer ma vie au service des autres. Et je crois que Dieu m'a donné la possibilité de vivre une vie au service des autres. Et jusqu'à ma mort, je veux continuer à vivre au service des autres. Et je crois que c'est le sens de ma vie. Être au service de l'humanité et bien sûr au service de Dieu.